Je m'appelle Megan, et voici comment mon histoire commence. Le jour de mon mariage, ils se sont envolés pour Hawaï et m'ont laissé un cadeau, une robe brûlée, et une note. On va voir comment tu te maries maintenant. Après avoir posté des photos avec ma belle famille milliardaire, j'ai reçu 99 appels. Le matin de mon mariage a commencé à 5h47, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, vos retouches de secours sont prêtes à être récupérées. J'ai fixé le message, confuse. Je n'avais pas demandé de retouche de secours. Je l'ai supprimé, en supposant qu'il était destiné à quelqu'un d'autre, ou que c'était un spam. Ma robe de mariée était suspendue dans la chambre d'amis de mon appartement, une Vera Wang sur mesure qui avait nécessité 8 mois de perfectionnement. La robe représentait tous les rêves que j'avais nourris depuis l'enfance, de la soie ivoire avec de la dentelle brodée à la main, une traîne cathédrale qui flottait comme de l'eau, et des boutons de perles courant le long de la colonne vertébrale. J'avais dépensé toutes mes économies pour l'acheter, et j'avais fait des heures supplémentaires pendant 6 mois pour pouvoir me l'offrir. La cérémonie était prévue pour 14 heures au domaine Ashford, un lieu historique à 2 heures au nord de la ville. Mon fiancé, James Whitmore, venait d'une famille de vieille fortune, le genre qui a construit des chemins de fer et possédait la moitié de la Nouvelle-Angleterre. La richesse de sa famille faisait les gros titres, mais James lui-même était humble, gentil, et profondément amoureux de moi, malgré mes origines modestes de professeur d'art au lycée. Ma sœur, Vanessa, avait d'autres opinions sur mes fiançailles. Elle avait clairement exprimé ses sentiments 6 mois plus tôt, quand James m'avait demandé en mariage. « Tu l'épouses pour son argent ?» avait-elle dit, sa voix dégoulinant de mépris. « Tout le monde le voit. Tu mets toute notre famille dans l'embarras. » L'accusation m'a blessé, car elle était complètement fausse. J'avais en fait résisté aux avances de James pendant les 3 premiers mois de notre connaissance, terrifié à l'idée que son monde n'accepterait jamais quelqu'un comme moi. Mon père était chauffeur de camion. Ma mère travaillait dans un cabinet dentaire. Nous étions à l'aise, mais résolument de la classe moyenne, et Vanessa avait toujours eu du ressentiment pour notre éducation modeste. Elle avait épousé Trevor il y a 6 ans, un représentant pharmaceutique qui gagnait bien sa vie, mais loin de la fortune des Whitmore. Après mes fiançailles, le ressentiment de Vanessa s'est transformé en quelque chose de plus laid. Elle faisait des commentaires désobligeants lors des dîners de famille, levait les yeux au ciel quand je parlais des préparatifs du mariage, et a fini par ne plus répondre à mes appels. Notre mère a essayé de jouer les médiatrices. Elle est jalouse, a dit maman doucement. Laisse-lui du temps. Elle finira par s'y faire. Mais Vanessa ne s'y est pas faite. Au lieu de cela, elle avait recruté mon ancienne colocataire d'université, Amber, dans sa campagne de sabotage subtil. Amber était amère depuis que ses propres fiançailles avaient été rompues 2 ans auparavant. Ensemble, elles ont formé une alliance, basée sur un ressentiment mutuel envers mon bonheur. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs, la suppression accidentelle de la moitié de ma liste d'invités, l'annulation mystérieuse de ma commande de fleurs, que j'ai interceptée juste à temps, l'email anonyme envoyé à la mère de James, suggérant que je n'en avais qu'après l'argent de la famille que, heureusement, Madame Whitmore a rejeté comme étant des commérages jaloux. Ce matin-là, j'ai ignoré l'étrange texto de la boutique et je me suis dirigé vers la chambre d'amis où m'attendait ma robe. Ma demoiselle d'honneur, Chloé, devait arriver à 7 heures pour m'aider à commencer à me préparer. L'équipe de coiffure et de maquillage arriverait à 8 heures. Tout était planifié à la minute près. J'ai ouvert la porte de la chambre d'amis, et j'ai immédiatement senti une odeur âcre, anormale. Ma robe n'était pas suspendue sur le cintre rembourré où je l'avais laissée. À la place, j'ai trouvé ces restes calcinés au milieu du parquet, entourés de marques de brûlure et de tissus synthétiques fondus. La magnifique soie ivoire avait été délibérément brûlée, réduite à des lambeaux noirs et à de la cendre. 27 boutons de perles, qui couraient le long de la colonne vertébrale, gisaient éparpillés sur le sol, certains fondus, d'autres fissurés par la chaleur, mais beaucoup intacts. La pièce empestait le liquide inflammable et la fumée. Le système d'alarme incendie de mon immeuble avait été délibérément désactivé, je pouvais voir le boîtier ouvert au plafond, ses fils arrachés. Elles avaient tout prévu. Une note reposait sur les débris, écrite de l'écriture distinctive de Vanessa. On va voir comment tu te maries maintenant. J'espère que tu apprécieras ta journée spéciale autant que j'ai apprécié la mienne. Bisous. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondré sur le sol, les mains tremblantes, alors que je tendais la main vers le tissu détruit. Des mois de planification, toutes mes économies,
ma robe de rêve, tout cela, délibérément détruit par ma propre sœur. Mon téléphone a sonné. Le nom de Vanessa est apparu sur l'écran. J'ai répondu, ma voix à peine un murmure. Bonjour, futur marié. Son ton joyeux m'a retourné l'estomac. J'appelle juste pour te souhaiter bonne chance aujourd'hui. Oh, attends. Tu en auras besoin maintenant, n'est-ce pas? Trevor et moi, nous embarquons pour Hawaï en ce moment même. On a décidé qu'on avait besoin de vacances. Amuse-toi bien à trouver quoi porter. La ligne s'est coupée avant que je puisse répondre. Je suis resté assise là, en état de choc, pendant ce qui a semblé des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Puis, l'instinct de survie a pris le dessus. J'ai appelé Chloé, ma voix étonnamment stable, en lui expliquant la situation. Elle est arrivée en moins de 20 minutes, a jeté un coup d'œil à la destruction, et a immédiatement commencé à passer des appels. On va arranger ça, a-t-elle dit fermement. Va prendre une douche. Fais-moi confiance. Pendant que je prenais ma douche, Chloé a fait des miracles. Elle a appelé toutes les boutiques de mariage dans un rayon de 80 km, a expliqué l'urgence, et a trouvé une boutique prête à ouvrir plus tôt pour nous. La propriétaire, une femme nommée Patricia, qui avait entendu notre histoire désespérée, a sorti 6 robes à ma taille. La robe que j'ai finalement portée n'était pas la Vera Wang de mes rêves. C'était un modèle plus simple, élégant mais discret, prêt à porter, avec des retouches minimes nécessaires. La couturière de Patricia a travaillé frénétiquement pendant 2 heures, épinglant et cousant pendant que je restais figé sur place. Elle est magnifique, a insisté Chloé. Et elle l'était. Mais ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas la robe que j'avais planifiée, pour laquelle j'avais économisé, et dont j'avais rêvé. James a appelé à 10 heures. Ma mère veut savoir si tout va bien. Elle a dit que tu avais l'air stressé quand tu lui as parlé plus tôt. Je ne lui avais pas parlé de la robe, ne voulant pas gâcher sa journée avec la cruauté de ma sœur. Tout est parfait, ai-je menti. On se voit à l'hôtel. Le mariage lui-même s'est déroulé dans un flou. J'ai souri pour les photos, j'ai prononcé mes vœux, j'ai embrassé mon mari, pendant que les invités applaudissaient. La famille de James avait invité 300 personnes, des politiciens, des chefs d'entreprise, des célébrités que je reconnaissais dans les magazines. Mon côté de la salle semblait clairsemé en comparaison, avec seulement 60 parents et amis qui me connaissaient avant que James n'entre dans ma vie. Madame Whitmore, la mère de James, m'a interpellé pendant le cocktail. C'était une femme élégante d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Je le vois sur ton visage. Raconte-moi. J'ai craqué. Toute l'histoire a jailli, la jalousie de Vanessa, la robe détruite, la note cruelle, le remplacement d'urgence. Madame Whitmore a écouté sans interrompre, son expression se durcissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle m'a serré la main. Viens avec moi. Elle m'a conduite dans un salon privé où son mari, William, consultait son téléphone. William, a-t-elle dit sèchement, notre nouvelle fille a besoin de notre aide. Écoute attentivement. J'ai répété l'histoire. L'expression de William s'est assombrie. As-tu la note? La robe brûlée? Des preuves. Tout est encore dans mon appartement. Je ne savais pas quoi en faire. Bien. Ne touche à rien. Nous allons nous en occuper. La réception a continué. J'ai dansé avec James, coupé le gâteau, lancé mon bouquet, mais sous la célébration, je me sentais vide. Ma propre sœur avait essayé de détruire le plus beau jour de ma vie, et elle y était partiellement parvenue. La robe que je portais était belle, mais ce n'était pas celle que j'avais choisie. Chaque photo me rappellerait ce qui m'avait été volé. Le lendemain matin, James et moi devions partir pour notre lune de miel à Paris. Au lieu de cela, je me suis réveillé dans notre suite d'hôtel, pour trouver Madame Whitmore assise dans le salon, un café à la main. Ton mari dort encore, a-t-elle dit. Nous devons parler. Elle a apporté une tablette. Je vais poster quelques photos d'hier sur les comptes des réseaux sociaux de la famille Les Officiels, qui ont 2 millions d'abonnés. Je veux que tu les vois d'abord. Les photos étaient magnifiques, des clichés professionnels de James et moi, mais aussi des moments spontanés avec sa famille, moi, riant avec sa mère, William m'embrassant sur la joue, tout le clan Whitmore m'entourant avec une affection et une acceptation évidente.
Les légendes soulignaient à quel point ils étaient ravis de m'accueillir dans leur famille, à quel point ils m'aimaient et me respectaient. Quand elles seront en ligne, a dit Madame Whitmore, les gens verront que tu n'es pas une croqueuse de diamants qui a piégé notre fils. Ils verront que tu es aimé et apprécié par toute notre famille. Ils verront que ta place est parmi nous. La publication a été mise en ligne à 9h. À 9h15, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait de ma tante Teresa. Ma chérie, je viens de voir les photos. Tu es absolument magnifique. Et les Whitmore, ils t'adorent visiblement. Je suis si heureuse pour toi. Le deuxième appel venait d'un cousin éloigné, le troisième d'une ancienne collègue, le quatrième de mon proviseur de lycée. À 10h, j'avais reçu 23 appels et plus de 100 messages textes. Membres de la famille, amis, connaissances, tout le monde voulait partager son enthousiasme et ses félicitations. Les photos étaient devenues semi-virales, partagées sur les plateformes de réseaux sociaux, présentées sur plusieurs blogs de sociétés et sites d'information. Une professeure d'art épouse la dynastie Whitmore, titrait un article. Un conte de fées moderne, affirmait un autre. Ma mère a appelé à 10h30, pleurant de joie. Tout le monde m'appelle. Ils sont tous si excités pour toi. Même des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années me contactent pour dire à quel point c'est merveilleux. Est-ce que Vanessa a appelé, ai-je demandé. Silence, puis, en fait, oui. Plusieurs fois. Elle a l'air paniquée. À 11h30, Vanessa m'a appelé directement. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher. Elle a rappelé, encore et encore. À midi, elle avait appelé 16 fois et envoyé une douzaine de messages textes, me suppliant de répondre. Amber a appelé aussi, sa voix tremblante. S'il te plaît, décroche. On doit parler. C'est important. Les appels n'ont pas cessé. Des amis de Vanessa ont commencé à appeler, prétendant qu'elle était dévastée et qu'elle avait besoin de me parler. Des membres de la famille que je connaissais à peine ont appelé, soit pour me féliciter, soit pour me demander pourquoi j'étais si dur avec ma sœur. D'anciens camarades de classe ont appelé parce qu'ils avaient vu les photos virales et voulaient renouer le contact. À la fin de la journée, mon téléphone affichait 99 appels manqués, de divers numéros, Vanessa, Amber, des parents inquiets, des connaissances curieuses, et même quelques journalistes qui avaient réussi à obtenir mon numéro. Le compteur de notifications ne cessait de grimper, les messages s'empilant plus vite que je ne pouvais bloquer les numéros. J'ai bloqué les numéros de Vanessa et d'Amber. James m'a trouvé sur le balcon, regardant mon téléphone s'illuminer d'appels entrants. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère s'est passée, ai-je dit en lui montrant le compteur de notifications. 99 appels manqués, tous de gens qui réalisent soudainement qui j'ai épousé. Il m'a enlacé. Bien. Qu'il voit ce que j'ai toujours su, que tu es remarquable, que ma famille t'aime, et que ta place est exactement ici. Madame Whitmore a appelé dans l'après-midi avec une mise à jour. Ta sœur et son amie ont essayé de contacter tous les Whitmore qu'elles pouvaient trouver sur les réseaux sociaux. Des excuses pathétiques, des prétextes de malentendus, des tentatives désespérées de faire marche arrière. William et moi, nous nous en occupons. Comment? Nous avons chargé nos avocats d'envoyer des lettres de cessation et d'abstention. On les informe que tout contact ultérieur avec toi ou notre famille entraînera des poursuites judiciaires pour destruction de biens, détresse émotionnelle et harcèlement. Nous avons également tout documenté, la robe brûlée, la note, l'horaire de leur vol pour Hawaï, et les relevés téléphoniques montrant leur harcèlement. Si elle continue, nous porterons plainte au pénal. Mes mains tremblaient. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, a-t-elle dit fermement, nous le sommes. Tu es de la famille maintenant. Personne ne fait de mal à notre famille. Les appels ont continué. Le soir, le compteur avait atteint 99 appels manqués, de divers numéros, Vanessa, Amber, et des gens que je soupçonnais qu'elles avaient recrutés pour plaider leur cause. Certains messages étaient des excuses, d'autres défensifs, quelques-uns carrément menaçants. Un message vocal de Vanessa s'est démarqué. Tu ruines ma vie. Sais-tu ce que les gens disent de moi? Maman ne veut même plus me parler. Réponds à ton téléphone. On doit arranger ça avant que ça n'empire. Mais c'était déjà pire, bien pire que ce qu'elle avait prévu en brûlant ma robe. L'histoire s'est répandue au-delà de nos cercles immédiats. Une blogueuse qui avait assisté au mariage a écrit un article sur les photos,
mentionnant à quel point la famille Whitmore semblait sincèrement heureuse d'accueillir une femme ordinaire dans leur monde extraordinaire. La publication est devenue virale, partagée des milliers de fois, avec des commentaires louant la famille pour sa chaleur et son acceptation. Quelqu'un a trouvé le site web de mon école et a partagé ma biographie, les prix que j'avais remportés pour mon enseignement, des témoignages d'anciens élèves, le bénévolat que j'avais fait. Voici celle que les Whitmore ont choisi d'accueillir dans leur famille, disait la publication. Pas une mondaine ou une héritière, mais une enseignante dévouée qui passe son temps libre à encadrer des enfants défavorisés dans des programmes artistiques. Mon proviseur a appelé pour me dire que l'école avait reçu plus de 200 emails de personnes louant mon caractère et me félicitant pour mon mariage. Plusieurs anciens élèves nous ont contactés pour partager des histoires sur la façon dont vous avez changé leur vie, a-t-elle dit chaleureusement. Vous nous avez tous rendus très fiers. Pendant ce temps, la présence de Vanessa sur les réseaux sociaux a implosé. Quelqu'un je soupçonnais un des jeunes cousins de James, particulièrement doué en technologie avait partagé des captures d'écran des publications passées de Vanessa à mon sujet. Des mois de commentaires désobligeants, d'insultes à peine voilées et de diatribes jalouses étaient soudainement rendus publics. Ses amis ont commencé à prendre leur distance. L'entreprise de Trevor a reçu des emails s'interrogeant sur le comportement inquiétant de sa femme envers sa sœur. Leur adhésion au country club a été discrètement suspendue, en attendant l'examen des violations de conduite. Ma mère a finalement appelé avec toute l'histoire de ce qui se passait de leur côté. Vanessa s'est présentée à la maison, hystérique. Elle prétend que tu as ruiné sa vie, que les Whitmore détruisent sa réputation par méchanceté. Ton père lui a dit de partir. Il a dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas. Les parents de Trevor sont apparemment furieux. Sa mère m'a appelé pour s'excuser du comportement de Vanessa. Tu imagines? Sa propre mère qui s'excuse pour ce que ta sœur a fait. Les appels ont continué tout au long de notre lune de miel. James et moi avons passé 2 semaines à Paris, et chaque jour apportait de nouvelles tentatives de contact de la part de Vanessa, d'Amber et de divers intermédiaires essayant de me joindre en leur nom. J'ai bloqué chaque numéro et supprimé chaque message sans le lire. Le 3e jour à Paris, alors que James et moi prenions notre petit déjeuner dans un café près de Notre-Dame, Madame Whitmore a appelé avec une mise à jour qui a rendu mon café amer. Vanessa s'est présentée à notre immeuble de bureau ce matin, a-t-elle dit, sa voix tendue de colère contenue. La sécurité l'a arrêtée dans le hall. Elle exigeait de voir Richard, prétendant qu'elle devait s'expliquer. Elle avait l'air déséquilibrée, le mascara coulant, les cheveux en désordre, criant que tu avais manipulé toute notre famille. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? Richard a fait escorter par la sécurité. Puis il a appelé notre équipe juridique. Il s'avère que se présenter dans l'entreprise privée de quelqu'un pour le harceler à propos d'un membre de sa famille enfreint plusieurs lois, surtout quand il y a déjà eu du harcèlement documenté. Nous l'ajoutons au dossier. James a tendu la main par-dessus la table et a pressé la mienne, sa mâchoire crispée par cette fureur contrôlée qu'il avait quand il essayait de ne pas m'énerver davantage. Madame Whitmore a poursuivi, ce n'est pas tout. Amber a posté quelque chose sur les réseaux sociaux ce matin, une longue diatribe sur la façon dont la famille Whitmore utilise sa richesse et son pouvoir pour détruire 2 femmes innocentes qui ont fait une simple erreur. Elle essaie de présenter ça comme des riches qui harcèlent les moins fortunés. C'est de la folie, ai-je soufflé. Elles sont entrées par effraction dans mon appartement et ont brûlé ma robe de mariée. Nous le savons. Les preuves le savent. Mais Amber essaie de contrôler le récit. Elle prétend que l'incendie de la robe était un accident, qu'elles essayaient de te surprendre avec des retouches et que quelque chose a mal tourné. Une pure invention. Environ 200 personnes partagent sa publication. Mes mains ont commencé à trembler. Même à Paris, à des milliers de kilomètres, elles essayaient encore de me détruire. Que faisons-nous? Rien, a dit fermement Madame Whitmore. Tu ne fais absolument rien. Tu profites de ta lune de miel. Richard et moi, nous nous en occupons. Notre équipe de relations publiques a déjà rédigé une réponse avec les faits réels, l'accélérant qu'elles ont acheté, le calendrier prévu, la porte verrouillée qu'elles ont forcée. Nous la publions cet après-midi avec des photos des preuves. D'ici ce soir, la publication d'Amber ressemblera exactement à ce qu'elle est, un mensonge désespéré. Elle avait raison. Le soir même, la vérité était partout. Des photos de la robe détruite, des images de la note cruelle de l'écriture de Vanessa, des reçus montrant l'achat de liquide inflammable 3 jours avant mon mariage.
La publication d'Amber a été noyée sous une avalanche de commentaires négatifs, dénonçant ses mensonges. Mais le mal était fait à ma tranquillité d'esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier mon téléphone. Je ne pouvais pas m'empêcher d'attendre la prochaine attaque. James a finalement pris mon téléphone le 4e jour à Paris. « Donne-le-moi », a-t-il dit, gentiment mais fermement. « Tu ne profites de rien. Tu ne fais qu'attendre de mauvaises nouvelles. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. » « Non, tu n'en as pas besoin. Mes parents s'en occupent. Tes amis te soutiennent. Le système judiciaire fonctionne. Ce dont tu as besoin, c'est d'être présente ici, avec moi, dans cette ville, pendant notre lune de miel. S'il te plaît. » Je lui ai tendu mon téléphone. Pendant 3 jours, j'ai été merveilleusement déconnecté. Nous avons visité le Louvre, nous nous sommes promenés le long de la Seine, nous avons mangé trop de pain et de fromage, et nous avons fait l'amour dans notre chambre d'hôtel, les fenêtres ouvertes sur l'air de Paris. Pendant 72 heures, j'ai presque oublié la robe brûlée et la sœur qui me détestait assez pour détruire mon bonheur. Quand James m'a rendu mon téléphone le 7e jour, j'avais plus de 300 notifications. La plupart étaient des messages de soutien d'amis et d'anciens élèves. Plusieurs provenaient de journalistes demandant des interviews sur l'incident de la robe de mariée, qui était apparemment devenue une nouvelle nationale. Un message s'est démarqué. Il venait de Trevor, le mari de Vanessa. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas ce qu'elle préparait. Je pensais qu'on prenait juste des vacances. Quand j'ai vu les nouvelles, quand j'ai compris ce qu'elle avait fait. Je ne peux même plus la regarder. Je suis tellement désolé. Tu ne méritais rien de tout ça. J'ai montré le message à James. Il l'a lu 2 fois, son expression pensive. Tu le crois, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi pense qu'il devait savoir quelque chose. Ils étaient mariés. Comment planifier quelque chose comme ça sans que votre conjoint ne s'en aperçoive? Les gens peuvent être remarquablement doués pour cacher des choses, a dit doucement James, surtout quand ils savent que leur partenaire n'approuverait pas, j'y ai pensé. Trevor avait toujours été gentil avec moi, bien qu'un peu passif. Il ne s'était jamais joint aux commentaires désobligeants de Vanessa, mais il ne m'avait jamais défendu non plus. Peut-être que le silence était sa propre forme de complicité, voire la cruauté, et choisir de ne pas intervenir. Le message suivant venait de ma mère, envoyé 2 jours plus tôt. Ton père et moi sommes allés chez Vanessa. Nous avions besoin d'entendre de sa propre bouche pourquoi elle a fait ça. Elle ne nous a pas laissé entrer. Elle nous a crié à travers la porte que nous t'avions choisi plutôt qu'elle, que nous t'avions toujours plus aimé. Que c'était de notre faute si elle se sentait invisible toute sa vie. Ton père lui a dit qu'elle était morte pour lui. Je ne l'ai jamais vue aussi en colère. J'ai le cœur brisé, ma chérie. Mes filles se détruisent mutuellement. Je ne sais pas comment arranger ça. La culpabilité m'a tordu les entrailles. Ma mère ne méritait pas cette douleur. Mon père non plus. Ils étaient des dommages collatéraux, dans une guerre qu'ils n'avaient pas commencée. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix chargée de larmes. Maman, je suis tellement désolée que tu sois prise au milieu de tout ça. Ne t'excuse pas, a-t-elle dit avec véhémence. Tu n'as rien fait de mal. Vanessa a fait ses choix. Elle doit vivre avec les conséquences. Papa a vraiment dit qu'elle était morte pour lui? Une longue pause. Il l'a dit, et il le pensait. Ce qu'elle a fait a franchi une ligne que nous ne pouvons pas revenir en arrière. La jalousie est une chose, nous aurions pu surmonter la jalousie. Mais détruire ta robe de mariée, laisser cette note, fuir l'état. C'est de la cruauté. C'est de la malveillance calculée. Ton père ne tolérera ça de personne, même pas de sa propre fille. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Elle m'a raconté que des parents prenaient parti, que de vieux amis demandaient toute l'histoire, et que même des inconnus appelaient pour donner leur avis. La situation avait fracturé notre famille élargie en 2 camps. L'équipe Vanessa, qui croyait qu'elle avait été poussée au désespoir par ma bonne fortune, et mon équipe, qui considérait ses actions comme impardonnables. Tante Carole pense que nous sommes trop durs avec Vanessa, a dit amèrement maman. Elle a suggéré que tu lui avais peut-être mis tes fiançailles sous le nez. Je lui ai raccroché au nez. Tante Carole a toujours préféré Vanessa, ai-je dit doucement. Eh bien, maintenant elle peut l'avoir.
J'en ai assez des gens qui pensent que détruire le mariage de quelqu'un est une réponse acceptable à la jalousie. Après avoir raccroché, James et moi avons passé le reste de la journée à flâner dans Montmartre. Nous avons visité le Sacré-Cœur, regardé des artistes de rue peindre des portraits, et partagé une bouteille de vin dans un minuscule bistrot aux nappes à carreaux. Pendant quelques heures, la vie a semblé de nouveau normale. Cette nuit-là, allongé dans le lit, les bras de James autour de moi, je me suis enfin laissé pleurer. Pas des larmes délicates, mais des sanglots laids et déchirants qui secouaient tout mon corps. James m'a serré plus fort. Il n'a pas essayé de réparer les choses ou de me dire que tout irait bien. Il m'a juste laissé pleurer la sœur que j'avais perdue, et la famille qui avait été fracturée au-delà de toute réparation. Je n'arrête pas de penser à notre enfance, ai-je dit une fois que j'ai pu respirer. Vanessa et moi, nous construisions des forts dans le salon, des structures élaborées avec des draps et des chaises. Nous y passions des heures, à nous raconter des histoires, à planifier nos avenirs. Elle voulait devenir vétérinaire. Je voulais être artiste. Nous nous étions promis de toujours être les meilleurs amis, que rien ne se mettrait jamais entre nous. Qu'est-ce qui a changé? James a essuyé une larme de ma joue. Je ne sais pas exactement, a-t-il dit doucement. Quelque part en chemin, elle a commencé à compter les points. Qui recevait le plus d'attention? Qui réussissait le plus? Qui avait la vie plus facile? Chaque bonne chose qui t'arrivait est devenue une preuve d'injustice, plutôt que quelque chose à célébrer. Au moment où vous êtes devenu adulte, elle te regardait comme si tu étais l'ennemi. C'est de sa faute, a-t-il ajouté, la voix ferme. Pas de la tienne. Tu ne peux pas te faire plus petite pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Je sais, ai-je murmuré, mais ça ne m'empêche pas de souhaiter que les choses soient différentes. Notre dernière semaine à Paris a été douce amère. Nous avons créé de beaux souvenirs, mais chacun était teinté par la conscience que nous retournions à une bataille juridique et à une famille en crise. James a essayé de me distraire avec des visites de musées et des dîners chics, mais je sentais le poids de la maison peser sur le bord de mes pensées. La nuit avant notre vol de retour, Monsieur Whitmore a appelé James directement. Ils ont parlé pendant 20 minutes pendant que j'arpentais la chambre d'hôtel, essayant de lire l'expression de James pour trouver des indices. Quand il a raccroché, James avait l'air sombre. Vanessa a déposé le bilan. Quoi? Je l'ai fixé. Pourquoi? Elle ne peut pas payer les frais de justice pour sa défense. Son avocat travaille maintenant bénévolement, ce qui signifie qu'elle a une représentation de bas niveau. La famille de Trevor l'a coupée financièrement. Ils sont furieux et ne veulent pas que leur nom soit associé à ça. Elle se noie. Bien, ai-je lâché, puis je me suis immédiatement senti mal. Mon Dieu, est-ce que c'est horrible de ma part de dire ça? Non, a dit calmement James. Elle a essayé de te détruire. Les actions ont des conséquences. Et Amber? Ses parents lui ont engagé un avocat, mais il la pousse à accepter un accord de plaidoyer. Ils ne veulent pas que ça aille au procès. Trop d'attention publique, trop de risques. Je me suis assise lourdement sur le lit. Ça arrive vraiment. Des accusations criminelles, des faillites, des familles déchirées. Tout ça parce que je suis tombée amoureuse de toi. James s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Non. Tout ça parce que deux personnes amères ont décidé que la jalousie justifiait la cruauté. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas brûlé ta propre robe. Tu ne t'es pas harcelé toi-même. Tu n'as rien choisi de tout ça. Mais si je ne t'avais pas dit oui. Il a secoué la tête avec véhémence. Alors tu te serais privé de bonheur, juste pour éviter la jalousie de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une façon de vivre. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres à ta joie. Tu ne peux que contrôler si tu es assez courageuse pour la revendiquer. Nous avons pris l'avion le lendemain. À notre atterrissage, Madame Whitmore nous attendait à l'aéroport avec son chauffeur. Bienvenue à la maison, a-t-elle dit en me serrant dans une étreinte chaleureuse. J'espère que vous êtes reposé, car les choses se sont compliquées. Dans la voiture, elle a exposé tout ce qui s'était passé pendant nos derniers jours de déconnexion. Vanessa avait accordé une interview à une chaîne de télévision locale, pleurant devant la caméra, prétendant que la famille Whitmore utilisait sa richesse pour détruire sa vie à cause d'une erreur anodine. Un accident, ai-je répété, sèchement. C'est comme ça qu'elle l'appelle maintenant? C'est la nouvelle version, a dit Madame Whitmore.
Elle prétend qu'elle et Amber sont allés à ton appartement pour te surprendre avec un cadeau, ont vu la robe suspendue là, et ont décidé d'allumer des bougies autour, comme un geste romantique. Elle prétend qu'une des bougies est tombée et a déclenché un incendie. C'est absurde, ai-je lancé. Il y avait un accélérant. Elles ont désactivé mon alarme incendie. Elles ont laissé une note. Nous le savons, a-t-elle dit. Et plus important encore, le procureur le sait. Mais elle essaie d'influencer l'opinion publique. Certaines personnes y croient, celles qui supposent toujours que les riches sont les méchants. Mes mains se sont crispées. Alors, que faisons-nous? Nous laissons les preuves parler, a dit William depuis le siège avant. Le rapport des enquêteurs en incendie montre plusieurs points d'origine, ce qui correspond à un incendie criminel délibéré. La note est de son écriture, une analyse graphologique l'a confirmé. Les messages textes entre Vanessa et Amber font référence à te donner une leçon. Son histoire ne tiendra pas sous examen. Mais votre réputation sera intacte, a ajouté Madame Whitmore. La vérité finit toujours par triompher. Il faut juste être patient. William avait engagé un détective privé, qui a découvert toute l'étendue de leur planification. Vanessa et Amber avaient coordonné l'incendie de la robe des semaines à l'avance, achetant l'accélérant, organisant leur voyage à Hawaï comme alibi, et s'entraînant même à forcer une serrure. Le détective a trouvé des reçus, des messages textes, et une quantité inquiétante de préméditation. 3 semaines après notre retour de Paris, le rapport était prêt. Je me suis assise à la table de notre cuisine pendant que James le lisait à voix haute, sa voix se durcissant à chaque page. Elles se sont rencontrées cette fois dans le mois précédant votre mariage, a-t-il lu. Des cafés, l'appartement d'Amber, même un parking de Target à minuit. Les relevés téléphoniques montrent plus de 200 textos pendant cette période. La plupart ont été supprimés, mais récupérés des sauvegardes cloud. Le rapport comprenait des transcriptions. Je me suis forcé à les lire, même si chaque mot me donnait l'impression d'avaler du verre brisé. Vanessa, 3 semaines avant le mariage, elle ne mérite pas ça. Elle n'est personne, une prof d'art qui gagne $50 000 par an, et elle met la main sur un Whitmore. C'est dégoûtant. Amber, alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas la laisser avoir ce conte de fées. Vanessa, on s'assure que le conte de fées a un cauchemar. Quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Quelque chose qui ruine le jour parfait dont elle n'arrête pas de parler. Amber, je t'écoute. La planification était méticuleuse. Vanessa avait fait des recherches sur les techniques de crochetage, les types d'accélérants et les schémas de propagation du feu. Elles avaient synchronisé leur vol pour maximiser leur distance de la scène du crime. Le message le plus glaçant datait de la nuit précédant mon mariage. Vanessa, demain, elle découvrira ce qui arrive aux gens qui prennent ce qui n'est pas à eux. J'ai hâte de voir sa tête quand sa robe parfaite sera en cendres. L'enquêteur a trouvé plus. Vanessa avait créé un faux compte sur les réseaux sociaux pour suivre les proches de James, recueillant des informations sur le mariage. Elle était passée devant mon appartement 4 fois dans la semaine précédant la cérémonie, probablement en repérage. Elle avait même appelé le lieu de réception, en se faisant passer pour moi, essayant de recueillir des détails. Le résumé du détective était brutal, l'incendie de la robe semble avoir été le plan A, mais il existe des preuves de tentative de sabotage de secours en cours d'élaboration. Mon sang s'est glacé. Si le plan de la robe avait échoué, que se serait-il passé? Se serait-elle présentée au lieu de réception, aurait-elle fait une scène, essayé de m'humilier devant les Whitmore? Les possibilités me donnaient la chair de poule. James a appelé son père immédiatement. Nous devons faire monter les enchères. Ce n'est plus seulement des dommages matériels. C'est du harcèlement, du complot. Un comportement criminel grave. Monsieur Whitmore a accepté. Le lendemain matin, notre équipe juridique a rencontré le procureur de district. J'ai dû assister à cette réunion et tout raconter, chaque commentaire désobligeant, chaque signal d'alarme, chaque moment que j'avais ignoré. Vous a-t-elle déjà menacé avant cela, a demandé la procureure adjointe. J'ai réfléchi longuement. Pas directement, ai-je dit finalement. Mais après que James m'ait demandé en mariage, elle m'a dit que je regretterais d'essayer de grimper au-dessus de ma condition. À Thanksgiving, elle a dit, les femmes comme moi finissent par avoir ce qu'elles méritent. Je pensais qu'elle était juste amère. La procureure adjointe, une femme aux yeux vifs nommée Catherine Mills, a examiné les preuves avec un dégoût visible. C'est l'un des cas familiaux les plus vindicatifs que j'ai vus.
Votre sœur pourrait risquer une peine de prison ferme. Combien, ai-je murmuré. Avec les accusations que nous poursuivons incendie criminel, effraction, harcèlement, complot, harcèlement 5 à 7 ans. Même avec un accord de plaidoyer, elle purgerait probablement au moins 2 ans. Mon estomac s'est noué. Ma sœur, ma compagne de jeu d'enfance, risquant la prison. James m'a serré la main sous la table. Tu as le droit de te sentir partagé, a-t-il murmuré. L'étais-je? Vanessa avait essayé de me détruire. Elle m'avait traumatisé. Elle avait continué à me harceler bien après le mariage. Ne méritait-elle pas les conséquences? Après la réunion, Madame Whitmore m'a emmené déjeuner dans un restaurant français tranquille. Elle a regardé le monde par la fenêtre en parlant. Tu as du mal avec ça, a-t-elle dit. C'est ma sœur, ai-je murmuré. La famille, ça veut dire quelque chose, a-t-elle dit doucement. Mais ça ne veut pas dire permettre à quelqu'un de vous maltraiter. Le sang n'excuse pas la cruauté. L'amour ne signifie pas accepter les mauvais traitements. Madame Whitmore a poursuivi doucement, vous pouvez reconnaître votre histoire commune, tout en reconnaissant qu'elle a fait quelque chose d'impardonnable. Ma mère est anéantie par tout ça, ai-je murmuré. Elle m'appelle en pleurant, me demandant s'il y a un moyen de réparer les choses. Mon père ne prononce même plus le nom de Vanessa. J'ai l'impression de déchirer ma famille. Non, a-t-elle dit fermement en me regardant dans les yeux. C'est Vanessa qui a déchiré votre famille, quand elle a décidé que sa jalousie comptait plus que votre bonheur. Vous n'êtes pas responsable des conséquences de ses actions. Vous n'êtes pas obligé de minimiser votre douleur pour que les autres se sentent mieux à propos de ce qu'elle a fait. Au cours du mois suivant, les procédures judiciaires ont avancé, lentement, douloureusement, chaque étape apportant une nouvelle appréhension. Le procès pénal a duré 3 semaines. L'accusation a présenté des preuves accablantes, la robe brûlée, la note manuscrite, les messages textes, les reçus pour le liquide inflammable, le témoignage de l'enquêteur en incendie et la preuve que l'alarme incendie avait été délibérément désactivée. L'avocat de Vanessa a tenté de plaider la folie passagère, mais les mois de planification rendaient cela impossible à croire. Ses propres mots et messages textes ont détruit sa défense. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Vanessa a été condamnée à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois, 5 ans de probation, une thérapie obligatoire et une ordonnance restrictive permanente lui interdisant de me contacter ou d'approcher la famille Whitmore. Amber a accepté un accord de plaidoyer, 2 ans de prison, 3 ans de probation, une restitution et sa propre ordonnance restrictive. Quand le juge a lu les peines à voix haute, Vanessa ne m'a pas regardé. Elle a fixé la table, son expression vide, ses yeux cerclés de rouge. Pendant un instant, malgré tout, mon cœur s'est fissuré. C'était ma sœur, ou du moins, elle l'avait été. Une fois les condamnations pénales prononcées, Richard Chen, l'avocat principal des Whitmore, a contacté l'avocat de la faillite de Vanessa au sujet du règlement civil. Avec des condamnations pénales au dossier, le camp de Vanessa n'avait plus aucun levier de pression. 10 mois après mon mariage, j'étais assise dans la salle de conférence de Richard Chen. Cette fois, seul l'avocat civil de Vanessa était présent. L'avocat s'est éclairci la gorge. Ma cliente est prête à présenter des excuses complètes et toute restitution que le tribunal de la faillite autorisera. Richard l'a interrompu. Soyons clairs, a-t-il dit calmement. Votre cliente a été condamnée pour des crimes graves. Elle est en prison. Ce règlement civil n'est pas de la charité. C'est de la responsabilité. Les conditions ont été énoncées. Restitution, remboursement intégral de la robe Vera Wang détruite, remboursement des frais de remplacement d'urgence, couverture des frais de justice et indemnisation pour détresse émotionnelle. Le paiement était structuré comme une saisie sur salaire une fois Vanessa libérée, un calendrier qui prendrait probablement des années, voire des décennies. Conditions supplémentaires, des excuses écrites formelles à inscrire au dossier du tribunal, la reconnaissance que l'ordonnance restrictive resterait en vigueur et un service communautaire obligatoire après sa libération. Une clause stipulait que tout harcèlement futur entraînerait des conséquences juridiques immédiates. L'avocat de Vanessa a hoché la tête lentement. Ma cliente accepte ces conditions. Tout a été signé. Ces excuses écrites étaient courtes, factuelles et dépourvues d'émotion. Je reconnais avoir délibérément détruit la robe de mariée de ma sœur, être entré par effraction dans son appartement et avoir tenté de saboter son mariage.
J'accepte la responsabilité du préjudice causé. Ce n'était pas sincère, loin de là, mais c'était juridiquement contraignant. Ces paiements de restitution ont commencé à s'accumuler immédiatement, de minuscules montants provenant de son travail en prison. Des centimes, mais symboliques. Trevor a divorcé 4 mois après le début de sa peine. Il m'a envoyé un message privé, « Je suis désolé. J'aurais dû voir qui elle était. J'espère que tu trouveras la paix. » Amber a perdu son emploi et a déménagé hors de l'État, essayant d'échapper aux conséquences qu'elle avait méritées. Ma relation avec mes parents a survécu, bien qu'elle soit tendue. Ils se noyaient dans la culpabilité. Ma mère s'est excusée encore et encore de ne pas avoir reconnu le comportement croissant de Vanessa. Mon père est resté d'un silence de marbre à propos de Vanessa pendant des mois, mais lentement, nous avons reconstruit. Nous les voyions pour les fêtes. Nous gardions des conversations douces. Nous avons appris à exister autour de l'absence de la fille qu'ils avaient perdue, non pas à la mort, mais à l'envie. 1 an plus tard, James et moi avons célébré notre premier anniversaire au domaine Ashford, entouré d'amis et des Whitmore, qui étaient devenus plus dévoués à moi que certains de mes propres parents de sang. Pendant le dîner, Madame Whitmore m'a offert un cadeau, un album photo rempli de photos de notre mariage. Elle a tourné jusqu'à une photo spontanée de James et moi, riant ensemble, ma robe d'urgence flottant autour de moi. Ce sont les moments qui comptent, a-t-elle dit. Pas la robe, pas le drame. Ça. Elle a tapoté l'image avec son doigt. Cette joie, malgré tout. Elle avait raison. La robe dont j'avais rêvé avait disparu. Mais à sa place, j'avais gagné quelque chose de plus fort, une nouvelle famille. Une famille qui me soutenait. Une famille qui se battait pour moi. Une famille qui m'avait choisi. Les Whitmore m'avaient montré que la famille ne se définissait pas par l'ADN. Elle se définissait par qui se tenait à vos côtés quand votre monde brûlait, littéralement. 2 ans après le mariage, une lettre est arrivée de Vanessa. Elle approchait de l'admissibilité à la libération conditionnelle, avait terminé sa thérapie et travaillait à la bibliothèque de la prison. La lettre n'avait rien à voir avec les excuses stériles du tribunal. Elle était brute, honnête et brisée. Je me noyais dans la jalousie. Te voir obtenir tout ce que je me disais mériter m'a rendu cruel. Je me suis convaincu que tu ne méritais pas le bonheur. J'avais tort. Ce que j'ai fait était diabolique. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point je t'ai blessé. Je l'ai lu 3 fois. James m'a trouvé sur le canapé, des larmes coulant sur mes joues. Que veux-tu faire, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Une partie de moi veut lui pardonner. Une autre partie ne veut plus jamais la revoir. Les deux peuvent être vrais, a-t-il dit doucement. Le pardon ne signifie pas l'oubli, et il ne signifie pas rouvrir la porte à quelqu'un qui a incendié votre vie. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas à ce moment-là. Peut-être un jour, mais ce jour n'était pas encore arrivé. L'ordonnance restrictive avait encore 3 ans à courir. Je n'étais pas prête à changer ça. Ma vie a avancé. J'ai continué à enseigner. J'ai lancé un programme artistique à but non lucratif pour les élèves à faible revenu, financé par la Fondation Whitmore. J'ai construit une vie qui me semblait entièrement mienne. L'incendie de la robe est devenu quelque chose dont je parlais occasionnellement, généralement lorsque les élèves posaient des questions sur la trahison ou la jalousie. Quelqu'un a essayé de détruire mon bonheur, disais-je, mais ils ont échoué. Le bonheur n'est pas une robe. Ce sont les gens qui vous aiment. 3 ans après le mariage, un mardi après-midi quelconque, je triais de vieilles boîtes de rangement quand j'ai trouvé une petite pochette en velours que je ne reconnaissais pas curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur, 21 boutons de perles, rescapés de ma robe brûlée, soigneusement conservés par l'entreprise de nettoyage des mois plus tôt, et qui m'avaient été rendus dans un sac que j'avais oublié. Certaines perles étaient fissurées par la chaleur, d'autres tachées de fumée, mais tout avait survécu. Je les ai tenues dans ma paume, ces minuscules vestiges d'un rêve qui s'était transformé en cendres. Ils auraient dû me rendre triste, mais au lieu de cela, je me sentais reconnaissante. Reconnaissante pour la robe d'urgence qui avait sauvé ma cérémonie. Reconnaissante pour la réactivité de Chloé. Reconnaissante pour une belle famille qui s'est battue pour moi plus fort que ma propre sœur ne l'avait jamais fait. Reconnaissante pour un mari qui m'a aimé à travers le chaos, la peur et le chagrin. J'ai apporté les perles à un bijoutier et je les ai fait monter en bracelet, choisissant les 6 boutons les plus intacts pour le design.
Quand il a été terminé, délicat et lumineux, je l'ai porté tous les jours. Un rappel que même dans la destruction, quelque chose de beau peut survivre. Vanessa n'a jamais su pour le bracelet, n'a jamais su que j'avais pris les cendres de sa cruauté et les avais transformées en quelque chose de charmant. C'était peut-être la plus vraie des vengeances. Pas les procès, pas l'humiliation publique, pas la restitution ni la peine de prison, mais le simple fait de refuser de la laisser détruire ma joie. La vie s'est apaisée. Les appels ont cessé. Le harcèlement a pris fin. La première année après le procès a été un tourbillon de dates d'audience, de dépositions et de journalistes essayant d'obtenir une citation. La deuxième année a apporté le calme. La troisième année a apporté la paix. James et moi avons construit un mariage fondé sur l'honnêteté, la loyauté et la résilience. Nous avions commencé nos vies ensemble en combattant une tempête, et nous y avions survécu. Parfois, la nuit, je me demandais ce que pensait Vanessa maintenant, si elle comprenait, si elle regrettait, si elle revivait cette nuit encore et encore dans son esprit. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à elle. J'étais occupé à vivre la vie qu'elle avait essayé, et échoué, de ruiner. Enseigner à des élèves, développer mon organisation à but non lucratif, peindre dans le petit atelier que James avait construit pour moi derrière notre maison, assister à des dîners de famille où Madame Whitmore me serrait la main et me disait qu'elle était fière de moi. Une vraie famille. Une famille choisie. Parfois, mes élèves me posaient des questions sur la jalousie, la trahison, la douleur. Les adolescents veulent toujours savoir comment les adultes survivent au chagrin d'amour. Je leur disais la vérité. Ce jour-là, quand j'ai vu ma robe en cendres, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose d'énorme. Mais ce qu'il y a de bien avec la destruction, c'est qu'elle révèle ce qui ne peut pas être brûlé. Qu'est-ce qui a survécu, a demandé une fois une élève. Moi-même, ai-je dit simplement. Et les gens qui m'aimaient. Des années plus tard, le bracelet captait encore la lumière, pendant que je corrigeais des copies, que je peignais avec des élèves en difficulté, que je tenais la main de mon mari lors des dîners de Thanksgiving avec les Whitmore, que j'assistais à des réunions du conseil d'administration de mon organisation, que je me promenais dans des expositions d'art avec Chloé, qui ne manquait jamais de me rappeler qu'elle avait sauvé mon mariage. 6 minuscules boutons de perles marqués, fissurés, imparfaits refaits en quelque chose de plus fort qu'avant, tout comme moi. Un soir, 5 ans après le mariage, James et moi étions assis sur le porche arrière, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Des lucioles clignotaient dans le jardin, et l'odeur du jasmin flottait, épaisse, dans l'air estival. Il a jeté un coup d'œil au bracelet à mon poignet. « Tu le portes encore tous les jours », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Il me rappelle que j'ai survécu à quelque chose que je pensais qui allait me briser. Il m'a pris la main, son pouce caressant l'une des perles. « Tu n'as pas seulement survécu », a-t-il murmuré. « Tu l'as transformé en quelque chose de beau. » Je me suis appuyé contre lui. Parfois, les vérités les plus simples étaient les plus difficiles à acquérir. Une lettre est arrivée de la commission des libérations conditionnelles, pas de Vanessa, mais de l'État. Elle avait demandé une libération anticipée, en raison de son bon comportement, de son dossier de travail stable et de son programme de thérapie terminé, sa demande avait été approuvée. Mon cœur s'est serré, mais pas de peur, mais de quelque chose de plus complexe, du regret, de la tristesse et du soulagement, tout cela entremêlé. L'ordonnance restrictive resterait pleinement en vigueur. Elle ne pouvait pas me contacter, ne pouvait pas m'approcher, ne pouvait être nulle part près des propriétés ou des entreprises des Whitmore. Mais elle serait libre. « Ça va ?» a demandé doucement James. « Je ne sais pas », ai-je dit honnêtement. « Mais je pense qu'elle a eu sa punition. » Plus qu'assez, a-t-il acquiescé. Ce qu'elle fait de sa vie maintenant, c'est son problème. J'ai expiré lentement. Oui, ai-je murmuré. C'est ça. Les années ont continué à avancer. Mon organisation à but non lucratif s'est étendue à tout l'État. L'une de mes anciennes élèves a reçu une bourse de la Fondation Whitmore et est devenue la première de sa famille à aller à l'université. James et moi avons acheté une maison au bord d'un lac, un sanctuaire loin de tout ce qui était chaotique. Mes parents ont guéri lentement, douloureusement, de la perte d'une fille et de la peur de perdre l'autre. Je savais que Vanessa était quelque part, construisant une nouvelle vie, luttant, se remettant probablement, et, je l'espérais, guérissant. Je ne lui souhaitais pas le malheur. Je ne lui souhaitais pas non plus le bonheur. Je lui souhaitais la clarté. Je lui souhaitais une guérison.
Je lui souhaitais une paix qui ne se fasse pas au détriment de la joie de quelqu'un d'autre. Le pardon n'est pas une porte que l'on ouvre à la volée. C'est une fenêtre que l'on entrouvre lentement, prudemment, au fil des ans. Peut-être qu'un jour, je l'ouvrirai davantage. Peut-être pas. Les deux étaient acceptables. La vraie fin n'a pas été spectaculaire. Ce n'a pas été une confrontation. Ce n'a pas été des excuses. Ce n'a pas été une réconciliation. La vraie fin a été silencieuse. C'était moi, debout dans ma salle de classe après la sonnerie finale, aidant une élève à nettoyer des pinceaux. Elle a fixé mon poignet et a dit « Votre bracelet est très joli. On dirait qu'il est ancien, qu'il a une histoire. » J'ai souri. C'est le cas, ai-je dit. Mais l'important, ce n'est pas l'histoire. C'est que j'ai choisi ce que j'en ferai. Ses yeux se sont illuminés d'une compréhension adolescente, mi-curiosité, mi-admiration. Vous en avez fait quelque chose de mieux. Oui, ai-je dit. Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de profond. Vanessa avait essayé de me prendre ma joie, mais elle m'avait donné quelque chose à la place, la connaissance que je pouvais survivre au feu, reconstruire et me transformer. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin que le monde comprenne la profondeur de ce qu'elle avait fait. J'avais mon mari. J'avais mes élèves. J'avais mon article. J'avais une famille qui m'avait choisi. J'avais une vie que j'aimais. Et j'avais un bracelet si petite perle, fissurée mais brillante pour me rappeler que j'étais plus forte que les flammes qui étaient censées me détruire.